Ok, donc aujourd'hui on va essayer de voir le chapitre 5 qui sera consacré à la logique séquentielle ou bien ce qu'on appelle les circuits séquentiels. Donc tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, on avait vu les circuits combinatoires et on avait vu ce qu'on appelle la représentation plutôt binaire de l'information. Donc aujourd'hui on va essayer de faire une petite introduction à ce qu'on appelle les circuits séquentiels tout en mettant l'accent sur leurs utilités, sur quelques exemples si vous voulez, parce que ça nous donne une introduction à ce qu'on appelle la mémorisation de l'information sur un ordinateur, si vous voulez. Donc on va essayer de voir petit à petit la construction, comment la mémoire est construite à base de circuits, bien sûr, séquentiels. Voilà, donc une petite introduction. Alors si vous voyez sur le schéma ci-dessous. Donc là, c'est bon, la sortie d'un circuit combinatoire est quasi instantanée. Donc il est fournit plutôt un instant bien sûr bien précis. Et il ne dure pas longtemps. Donc les changements des valeurs des entrées engendrent immédiatement la modification de la sortie. C'est normal, donc c'est la définition de ce qu'on appelle la logique combinatoire. Alors aussi, ces circuits ne permettent pas ni mémorisation, ni synchronisation de sortie. Donc, ce qu'on avait vu avec les circuits combinatoires, donc, ils ne permettent pas la mémorisation et aussi la synchronisation des sorties, c'est-à-dire le fait d'utiliser la sortie encore une fois à l'entrée. Alors, ce qui est valable avec ce qu'on appelle les circuits séquentiels. Alors, les circuits séquentiels contiennent des modules dont les entrées dépendent des valeurs antérieures de sortie. Alors, si vous voyez ici, normalement, dans un circuit séquentiel, donc on peut réutiliser, on peut réinjecter la sortie pour qu'elle soit utilisée encore une fois par le même circuit, si vous voulez. Donc, c'est ça l'avantage qu'on peut utiliser, ou bien qu'on peut trouver avec les circuits séquentiels et n'est pas valable avec les circuits combinatoires. Alors, supposons que F est un circuit combinatoire, donc on voit sur le schéma que si le module mode, c'est-à-dire celui-là, est un circuit combinatoire, donc la sortie risque d'osciller. Donc s'il s'agit d'un circuit combinatoire, donc on va faire ce qu'on appelle un court-circuit et donc on n'a pas la possibilité de réinjecter la sortie à l'entrée. Donc voilà. Alors parce que normalement FAS égale à S bar, donc normalement c'est la sortie de la fonction F, si vous voulez, qui ne va être que S bar. Et donc si on a ici comme entrée S bar et la sortie S, donc c'est comme si on a fait un court-circuit avec le circuit mode. Alors le module mode doit donc avoir la capacité de stabiliser la sortie pendant un temps. Donc on doit avoir un petit décalage entre l'injection de l'entrée et la sortie. Donc c'est ce qu'on appelle, ce qu'on va voir par la suite, ce qu'on va désigner par l'horloge. Alors le temps est un paramètre des circuits séquentiels. Donc voilà, donc on doit prendre en considération le temps comme paramètre de les circuits séquentiels. Alors ils permettent de stocker une information au cours du temps. Alors bon, un élément très important sur lequel on va mettre l'accent aujourd'hui, ce sont les bascules. Alors les bascules, c'est si vous voulez, c'est le circuit élémentaire, si vous voulez, pour la construction de la mémoire. Donc la mémoire, elle est construite à base de bascules, si vous voulez, parce que les bascules permettent de stocker ou d'enregistrer ou de mémoriser plutôt l'information dans un instant ou bien dans un temps t, si vous voulez. Alors c'est quoi une bascule? Une bascule est un circuit logique capable, dans certaines circonstances si vous voulez, alors de maintenir les valeurs de ses sorties malgré le changement des valeurs d'entrée. Donc ce qu'on va voir par la suite avec les bascules D ou GK ou T. Donc une bascule, c'est un circuit combinatoire bien sûr, elle est construite à base de circuits combinatoires. Il permet de stocker l'information à un certain condition. Voilà, donc c'est-à-dire comporte un état de mémoire, ce qu'on appelle mémoire. Donc on voit l'introduction du mot mémoire. Donc on commence à construire la mémoire, c'est-à-dire en se basant sur les bascules. Et les bascules sont construites à base de circuits combinatoires, si vous voulez. Donc il s'agit de l'élément qui permet le passage de la logique combinatoire à la logique séquentielle, bien sûr. Donc on distingue deux catégories principales de bascules.
dans un système séquentiel, si vous voulez. Donc, on a deux grandes catégories qu'on va traiter par la suite. Il y a les bascules asynchrones et les bascules synchrones. Donc, les bascules asynchrones, c'est-à-dire ils ne dépendent pas, ils ne contiennent pas un horloge, c'est-à-dire ils ne changent pas leurs états en fonction d'un horloge. Et bien sûr, les bascules synchrones, c'est-à-dire ils comportent un horloge qui va déclencher à chaque fois l'état, est-ce que c'est verrouillé ou déverrouillé. Déverrouillé plutôt. Alors la différence entre ces deux types de bascules, donc, est que les bascules synchrones possèdent une horloge, donc c'est ce que je viens d'expliquer, et dans le cas échéant, donc ils ne possèdent pas d'horloge. Et donc on va essayer de voir ensemble c'est quoi une horloge et c'est quoi une bascule, quels sont les états plutôt valables pour une bascule. Alors, la majorité des circuits séquentiels sont réalisés à base plutôt à partir de bascules qui sont eux-mêmes des circuits séquentiels permettant de mémoriser un bit. Donc, le maximum qu'on peut stocker, c'est-à-dire d'informations dans une bascule, c'est un bit. Donc, il ne permet de stocker qu'un seul bit. C'est-à-dire, si vous voulez stocker 4 bits, donc il vous faut 4 bascules. Si vous voulez stocker 8 bits, donc il vous faut 8 bascules. Et donc, c'est là vient la notion de construction de mémoire, si vous voulez. Donc, si vous voulez savoir de la mémoire de stockage, il est construit à base de quoi, donc il peut être utilisé ou bien construit à base de bascule. Par la suite, on a l'architecture si vous voulez, l'apparition des transistors, mais c'est un autre type d'élément de mémoire, si vous voulez. Alors, typiquement, une bascule peut être dans deux états. Donc, l'état verrouillé et l'état déverrouillé. Donc, comme son nom l'indique, c'est-à-dire verrouillé. Lorsqu'une bascule est verrouillée, donc ces sorties ne peuvent plus être modifiées, malgré le changement de l'entrée. Donc, on peut changer l'entrée, mais la sortie ne change pas. On peut lui dire que c'est la définition de la mémoire morte, si vous voulez. Donc, si vous modifiez quelque chose, et puis si vous sortez, donc aucune modification ne sera faite. Donc là, les bascules sont en mode verrouillé, c'est-à-dire on ne peut pas modifier la valeur de la sortie malgré le changement des valeurs de sortie. Et déverrouillé, donc les sorties sont modifiables en fonction de l'entrée. Donc là, déverrouillé, c'est-à-dire là, lorsqu'on travaille sur, par exemple, une partie de mémoire, une fois qu'on change les entrées, donc automatiquement les sorties vont changer de valeur. Donc c'est les travaux en mode déverrouillé. Et donc l'horloge, le rôle de l'horloge, c'est à chaque fois rendre la bascule verrouillée et déverrouillée, donc en fonction du temps. Alors dans ce cours, nous nous focalisons sur des horloges qui ne peuvent être déverrouillées que sur des petites laps de temps, c'est-à-dire dans une période, comme on va voir dans la définition des horloges. Alors, une bascule est fréquemment pilotée par une horloge, si vous voulez. Voilà, donc qui va enclencher et déclencher son verrouillage. Donc, c'est le rôle de l'horloge. L'horloge, il permet de verrouiller et déverrouiller la bascule au cours du temps. Alors, voilà donc l'horloge. C'est quoi l'horloge? Donc, une horloge produit un signal impulsionnel, si vous voulez, dans une période T. Donc, voilà, donc c'est un signal impulsionnel de fréquence fixe, comme représenté dans le chronogramme suivant. Donc, ça s'appelle un chronogramme représentant une horloge. Donc, une horloge, il contient une période, si vous voulez, c'est un signal périodique. C'est un signal périodique. Et il a un franc, si vous voulez, un franc montant, et un franc descendant, si vous voulez. Voilà, donc ça c'est un franc montant, et ça c'est un franc descendant. Donc la fréquence c'est 1 sur la période, comme vous le connaissez déjà. Donc l'horloge c'est quoi? C'est un signal périodique c'est un signal périodique, signal carré généralement, c'est un signal carré périodique de période T et de fréquence F. Donc le signal passe donc alternativement et de manière périodique d'un niveau 1, c'est-à-dire d'un niveau 5 volts, à un niveau bas, c'est-à-dire 0 volts. Donc ça c'est le niveau haut, 5 volts qui désigne la valeur 1, et ça le niveau bas qui désigne 0 volts, donc c'est la valeur 0. Donc il passe entre 0 et 1, entre 0, 1, etc. Donc c'est un signal carré périodique qui change de valeur alternativement entre 0 et 1. Alors on supposera que ce passage est instantané. Ces passages sont appelés, si vous voulez, francs. Voilà, donc à chaque passage d'une valeur à une autre s'appelle un franc. De plus, on suppose souvent que le temps passé au niveau du haut, au niveau bas,
sentez-vous. Voilà, c'est généralement parce qu'on parle ici d'une période et donc c'est un signal qui se répète, qui est dupliqué, donc on parle de la période. Donc on respecte le temps dédié pour la valeur 1 et même le même temps qui sera dédié à la valeur 0. Voilà donc ce qu'on appelle l'horloge en général. Ok, donc les modes de synchronisation. Quels sont les modes de synchronisation? Donc c'est juste, on va essayer de distinguer les deux cas, c'est-à-dire un front montant et un front descendant. Ce sont les modes de synchronisation. Donc une bascule est pilotée plutôt par une horloge qui va enclencher ou bien déclencher son horloge selon deux modes. Hein. Donc c'est le mode déclenchement sur front montant et déclenchement sur front descendant. C'est-à-dire les bascules seront déclenchées ou bien enclenchées en fonction de l'horloge et en fonction de mode de synchronisation. C'est-à-dire une bascule sera déclenchée sur par exemple suite un signal d'un horloge sur un front montant ou bien sur un front descendant. On a les deux possibilités d'utiliser que ce soit un horloge à front montant ou bien un horloge à front descendant. On va essayer de voir les exemples par la suite pour bien comprendre ce principe. Voilà donc le déclenchement sur front montant. Ce type de bascule est déclenché, c'est-à-dire déverrouillé, lorsque le signal d'horloge est sur le front montant. Donc le reste du temps, la bascule il est verrouillé, donc on ne peut pas la modifier. Même chose pour le déclenchement à front descendant, donc la bascule est déclenchée ou bien déverrouillée lorsqu'il s'agit d'un front descendant. Alors pour être cohérent, donc un circuit sera également synchrone, c'est-à-dire que toutes les bascules passent en mode mémorisation, stocker de la mémoire, au moment, ou bien au même moment. Voilà, donc on peut synchroniser sur un horloge plusieurs bascules à la fois, et donc ils commencent tous à la mémorisation en même temps, ou bien au mode verrouillage. Donc ils sont synchronisés par une même horloge. Donc on pourrait utiliser une même horloge pour plusieurs bascules, comme on va voir dans l'exemple qu'on va traiter ensemble dans le cours. Voilà la représentation symbolique des modes de synchronisation. Donc voilà, s'il s'agit d'un front montant, donc il va être représenté par ce signal, un simple triangle si vous voulez. Ça c'est il s'agit d'une horloge plutôt, qui est active sur front descendant, front montant. Et front descendant, on ajoute un inverseur, un cercle. Donc voilà, ce sont les modes de déclenchement. Sur un front montant, on le symbolise par un simple supérieur, et pour le front descendant avec un cercle. Voilà, donc on va commencer la première bascule. La première bascule, c'est la bascule D, c'est la bascule la plus utilisée si vous voulez. Et on va essayer de détailler ensemble son mode de fonctionnement. Donc il s'agit de la plus simple, ou bien de la bascule la plus simple et la plus couramment utilisée. Donc dans sa version minimale, donc il dispose d'une entrée D, voilà l'entrée D, et une sortie Q si vous voulez. Comme toutes les bascules, il dispose aussi d'un horloge qui est actif sur front montant. Donc ça c'est son schéma sur proteuse, donc comme on va voir sur un exemple pratique tout de suite. Donc ça c'est le schéma technique, normalement c'est le schéma technique que vous allez utiliser sur proteuse si vous voulez déjà faire quelque chose avec. Donc voilà, il porte le numéro 4013. Donc on va essayer de voir comment chercher avec les numéros aussi, le logiciel. Donc voilà. Alors puisque le temps est maintenant un paramètre, donc nous le faisons apparaître en utilisant la notation si vous voulez suivante. CQ est la valeur de la sortie à l'instant T, l'instant donné. Q' est la valeur de cette même sortie à l'instant suivant, c'est-à-dire à l'instant I plus 1. Donc si Q est la sortie à l'instant T, Q' c'est la sortie à l'instant T plus 1, c'est-à-dire au prochain déclenchement de l'horloge sur front montant. Voilà, donc sinon entre le temps T et T plus 1, donc il va garder la valeur de Q, c'est-à-dire l'ancienne valeur, si vous voulez. Donc le fonctionnement est trop simple de la bascule D. En mode verrouillé, Q' reçoit tout simplement la valeur de Q, donc il n'y a aucun changement de la sortie, parce que là, elle est en mode mémorisation, donc on doit mémoriser ce qu'on avait comme entrée, c'est-à-dire lorsqu'on a entré la valeur de D, donc Q reçoit la valeur de Q', donc on ne change pas la sortie. Sinon, en mode déverrouillé, donc Q' il reçoit la valeur qu'on a saisie. C'est-à-dire la valeur Q à l'instant T plus 1, il reçoit la valeur de
de D, c'est-à-dire la valeur qu'on vient de saisir. Sinon, en mode mémorisation, malgré le changement de la valeur de D, donc toujours Q' il reçoit Q, c'est-à-dire l'ancienne valeur à l'instant T-1 si vous voulez. Alors, pour bien comprendre cet exemple, ce principe, donc voilà, donc nous allons essayer de faire un exemple ensemble. Donc, examinons le chronogramme d'une bascule D à déclenchement, si vous voulez, sur franc montant. Alors, le chronogramme est une représentation graphique, comme ce qu'on avait vu pour les horloges, qui est un signal carré. Alors, voilà, c'est une représentation graphique des entrées et des sorties au cours du temps. Voilà donc notre chronogramme qu'on va évaluer tout de suite. Ça, c'est une bascule D normalement. Ça, c'est l'entrée de la bascule D. Donc, l'entrée, c'est un signal, si vous voulez. C'est un signal électrique, si vous voulez. Et qui est, bien sûr, géré par l'horloge H. Donc, là, lorsqu'on représente une horloge plutôt, et lorsqu'il y a un franc montant, donc, automatiquement, la sortie Q suit la valeur de D. Et donc là, on aura un déclenchement. Donc là, la valeur de Q, elle va recevoir la valeur de D parce que là, on a un franc montant. Et donc là, tout de suite, la valeur de Q suit la valeur de D. Donc là, la valeur de Q, il avait la valeur 1 au départ, alors que D, il a la valeur 0. Et lorsqu'on représente un franc montant sur l'horloge H, donc la valeur de Q suit la valeur de D. Donc il va changer d'état. Donc il va passer de 1 à 0. Parce que là, on a un franc montant et donc Q, il doit suivre la valeur de D. Donc c'est ça la définition de la bascule D. La valeur de Q suit la sortie. Donc on recopie, si vous voulez, à la sortie l'entrée de la bascule. Voilà, donc le prochain, donc ça c'est un franc descendant. On ne va rien faire ici. On ne va rien faire parce que là, la bascule va être déverrouillée. Donc on n'a pas de franc descendant pour que la valeur de Q suit la valeur de D. Et donc, dans cette période-là, on ne va rien faire. Donc on va attendre le prochain, si vous voulez, on va attendre le prochain franc montant pour que la valeur de Q suit la valeur de D. Et donc voilà, ça c'est le deuxième franc montant. Et donc là, Q, il doit suivre la valeur de D. C'est-à-dire Q égale, il reçoit la valeur de D, et donc voilà, Q il était à 0, alors que déjà, D il a changé de valeur, il est devenu 1, donc Q, automatiquement, il va changer de valeur, donc il va prendre la valeur de 1. Et ainsi de suite, pour le prochain franc montant, donc, toujours Q il garde la valeur 1, alors D aussi il doit garder la valeur de 1, parce que Q reçoit D suite à un franc montant, si vous voulez. Alors voilà. Et ainsi de suite pour tous les francs montants qu'on a. Chaque fois qu'on a un franc montant, la valeur de Q reçoit la valeur de D. Donc là, D il a reçu la valeur 0. Et donc là, automatiquement, Q il va changer de valeur pour avoir la valeur 0. Ainsi de suite. Voilà, donc le prochain, ou bien le dernier franc, si vous voulez, montant, il va aussi déclencher ou bien déverrouiller la bascule. Et donc là, la valeur de Q va rester toujours à 0 parce que là, la valeur de D est toujours à 0. Donc il ne va pas changer de valeur suite à un déclenchement. Voilà, donc c'est ça le fonctionnement général, en général si vous voulez, de la bascule D. Donc la valeur de D reçoit la valeur de Q, c'est-à-dire la sortie, reçoit la valeur de D, c'est l'entrée, suite à un franc montant de l'horloge. Donc, une fois qu'on trouve un franc montant de l'horloge, donc la valeur de Q reçoit automatiquement ce qui était dans D. Supposons que ici D était à 1, donc on va garder Q égale à 1 jusqu'au prochain changement, si vous voulez, dans le franc montant. Si vous voulez. Donc ça c'est grosso modo, techniquement parlant, le fonctionnement de la bascule D, si vous voulez, avec ce qu'on appelle les chronogrammes. Maintenant, l'autre bascule qui est plus utilisée, même chose que la bascule D, donc c'est la bascule GK. Donc nous résumons ici le fonctionnement des bascules les plus couramment utilisées. Donc, ils pourront tout être déclinés selon deux modes de synchronisation. Donc toujours il y a le mode verrouillé,
c'est-à-dire quoi? Toutes les bascules, bien, toutes ces bascules auront pour équation Q' égale à Q, parce que là, on peut pas changer on peut pas changer la sortie, si vous voulez. En mode verrouillé, on ne peut pas changer la sortie. Nous ne représentons maintenant que le fonctionnement qu'en mode actif, c'est-à-dire qu'en mode déverrouillé. Donc ce qui nous intéresse, c'est le mode actif, c'est le mode déverrouillé de la bascule. S'il est déverrouillé, on ne peut rien faire. Mais s'il est verrouillé, donc on ne peut rien faire. Mais s'il est déverrouillé, donc on doit chercher, on s'intéresse à chercher le mode de fonctionnement de chaque bascule, si vous voulez. Alors là, c'est un résumé. Donc la bascule D, il contient une entrée D, une entrée D et une horloge, et bien sûr une sortie Q d'équation Q' égale à D. Ça, c'est le mode de fonctionnement actif, donc en mode déverrouillé. Alors que la bascule GK, il a deux entrées. Il y a l'entrée G et l'entrée Q, et l'entrée K, et une horloge. Donc c'est carrément la même chose, sauf que la bascule GK dispose de deux entrées G et K, et l'horloge, bien sûr, qui va faire le déclenchement. Et une sortie Q' d'équation. Là, c'est l'équation générale de la bascule GK. Donc, c'est GQ bar plus K bar Q. Donc, on va voir à quoi sert cette équation. Donc, il nous aidera à construire sa table de vérité et aussi de dégager à chaque fois des circuits séquentiels qu'on peut utiliser pour la construction, ce qu'on va voir par la suite, pour la construction des compteurs, etc., des compteurs, des séquentiels, etc. Voilà, donc la table de vérité de fonction de GK, la suivante. Voilà. Donc si on représente à l'entrée 0, 0, donc la sortie sera Q. Donc on peut facilement le remarquer à partir de l'équation. Donc, alors si on donne à G0 et K0, donc G0 fois Q bar c'est 0, et 0 bar c'est 1 fois Q c'est Q. Donc voilà. Donc si on présente à l'entrée de la bascule G, K, J0 et K0, donc on aura comme, si vous voulez, comme valeur sortie, c'est la valeur de Q. Et ainsi de suite. Pardon. Alors voilà, donc c'est grosso modo le fonctionnement, si vous voulez, de la bascule GK. Et donc on continue. Alors si on présente 0, 1, vous le remplacez dans l'équation Q' et vous cherchez la sortie. Donc automatiquement vous aurez un 0 parce que là c'est un 0 et 1 bar c'est un 0. Donc la sortie c'est Q' c'est 0 et ainsi de suite. Donc vous pouvez carrément identifier les autres valeurs en remplaçant les valeurs GK par ces valeurs dans l'équation Q' qui est égale à GQ bar plus K bar Q. Voilà, donc on peut remarquer le fonctionnement suivant de la bascule GK. Tout simplement, il est résumé pour être utilisé par la suite. Alors, pour passer de l'état Q à l'état Q', c'est-à-dire de l'état Q à l'instant T à l'état Q' à l'instant T plus 1, il suffit d'agir que sur les paramètres J, J et K. Donc, selon l'équation. Alors, si vous étiez à l'état 0 et vous voulez rester à l'état 0, donc il suffit que J égale à 0. Et vous remplacez directement Q' égale à 0, c'est-à-dire J Q bar plus K, K bar fois 0. Donc là, la valeur de K ne nous intéresse pas. Que ce soit 0 ou 1, ça ne va rien changer. Et donc, on s'intéresse qu'à la valeur J, parce que là, il va être multiplié par 0. Et donc, ça nous intéresse pas la valeur de K. Donc, quelle que soit la valeur de K, il suffit de mettre J à 0 et donc on aura ce passage. Donc si on avait 0, on voulait rester à 0, donc il suffit de mettre J à 0. Et ainsi de suite. Si on veut passer de l'état 0 à l'état 1, donc il suffit de mettre J à 1. D'accord. Et même chose pour les deux autres états. Donc si vous étiez à 1 et vous voulez passer à 0, donc il suffit de mettre K à 1. Même chose pour si vous voulez rester dans l'état 1, donc il faut mettre que il suffit de mettre que il suffit que de mettre K à 0. Alors donc pour passer de l'état Q à Q', il suffit d'agir que sur les entrées. Une seule entrée, non pas les deux entrées. Donc il suffit d'agir sur une seule entrée, donc vous aurez un passage d'un état à l'autre. Alors une troisième bascule qui est relativement plus simple, c'est la bascule T. Donc une bascule T, il a une entrée T et une horloge bien sûr, et une sortie Q, comme la bascule T, la bascule D. Sauf
sauf que l'équation ici change. Donc Q' égale à TQ bar plus T bar Q, tout simplement. En d'autres mots, lorsque T égale à 1, Q' égale à Q bar, tout simplement. Et lorsque T égale à 0, Q' égale à Q. Donc si vous faites un changement de la valeur de T dans l'équation, donc vous aurez ces résultats. Et donc la table de vérité est tout simplement celle-là. Donc lorsque T égale à 0, la sortie c'est Q. Lorsque T égale à 1, la sortie c'est la négation, c'est-à-dire la sortie c'est Q bar. Alors là, on va essayer de passer un peu pratique. Alors quelques circuits séquentiels, c'est-à-dire pratiques ou bien couramment utilisés, sont les compteurs. Donc comment peut-on construire un compteur à base de circuits combinatoires tout d'abord, et puis à base de bascule D et de bascule GK si vous voulez. Donc dans cet exemple-là, c'est un exemple démonstratif et qu'on va voir ensemble si vous voulez sur le logiciel Proteus. Mais tout d'abord, on doit essayer de faire la partie théorique si vous voulez, pour bien comprendre qu'est-ce qu'on désire, bon, qu'est-ce qu'on cherche. Alors normalement, on représente, ou bien on présente dans cet exemple, on présente ici l'exemple d'un compteur modulo 8, c'est-à-dire on s'intéresse à créer un compteur qui compte de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 7, et puis il recommence 0, 1. Donc c'est un compteur cyclique modulo 8. Donc il dispose de 3 sorties, c'est-à-dire on aura 3 bits à la sortie, c'est Q2, Q2, Q1, Q0, codant les entiers de 0 jusqu'à 7, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 7, on peut les coder sur 3 bits, donc 3 bits suffisants pour créer le compteur. Alors, de façon périodique, c'est-à-dire elle va reprendre l'affichage, si vous voulez, ou bien le comptage de 0 à 1. Les sorties sont modifiées de façon à afficher de manière cyclique les sorties de 0 plutôt jusqu'à 7, et puis refaire la même chose plusieurs fois. Suite bien sûr à un horloge qui va déclencher le compteur automatique. Alors, il s'agit d'un système synchrone, c'est-à-dire on va utiliser l'horloge. Si à l'instant T, si vous voulez, les sorties Q2, Q1, Q0 codent un entier N, donc au prochain franc montant, si vous voulez, par exemple, donc on a la possibilité d'utiliser un franc montant ou bien franc descendant, comme vous voulez, de l'horloge. Donc elles voudront, si vous voulez, 1 plus 1 modulo 8, c'est-à-dire à chaque fois qu'on incrémente cette série de bits, donc on doit calculer le modulo 8 pour rester dans l'intervalle 0 et 7. Donc l'équation c'est ça, donc la sortie à l'instant t plus 1, ce n'est que la sortie à l'instant t plus 1 modulo 8. Donc on incrémente le compteur pour qu'il puisse compter 0, 1, 2, 3, etc. Donc théoriquement, c'est ça ce qu'on désire faire, mais pratiquement, on va essayer de voir tout de suite. Voilà donc à peu près le chronogramme désiré, ou bien qu'on cherche à élaborer si vous voulez. Donc si n suppose que toutes les sorties étaient nulles, donc le chronogramme du compteur est le suivant. Voilà, donc on aura tout d'abord une horloge qui est active sur franc descendant là-dessus. Donc là on est le changement de la bascule, plutôt de la variable booléenne, il change au niveau d'un franc descendant. Voilà donc l'horloge périodique, c'est une horloge périodique sur une période, si vous voulez, entre 1 et 8. D'accord. Et là, les sorties Q0, Q1, Q2. Alors, c'est quoi Q1, Q2, Q3? C'est la valeur codée du compteur, si vous voulez. Alors, pour la première période de l'horloge, la valeur de Q0 était 0, Q1 c'est 0, et Q0 c'est 0. Donc, 0, 0, 0, ça donne la valeur, c'est la valeur 0. Donc, si toutes les bits sont à 0, donc c'est la valeur du premier nombre à compter. Et là, on commence à changer la valeur par valeur. Donc, on commence à changer la première valeur sur un franc descendant de Q0. Donc, ça sera la combinaison, ça sera 1, 0, 0. Donc, 1, 0, 0, c'est 1. Puis, le changement va être au prochain franc descendant. Et donc, Q0 va changer de valeur. Donc, il va passer de 1 à 0. Mais ici, Q1 plutôt, il va passer de 0 à 1. Et donc, on aura 0 pour Q0 et 1 pour Q1 et 0 pour Q2. Et donc 0, 1, 0, ce n'est que la valeur de 2. C'est-à-dire on est au niveau du deuxième ordre du compteur. Et ainsi de suite. Alors, là, on peut constater que le signal de Q0, il est périodique. Il est périodique, donc il se reproduira toujours
suite à un franc descendant. Donc on aura l'allure de Q0. Alors si on termine du même raisonnement, donc on aura pour Q1, qui est un signal périodique, mais la période il est multipliée par 2. Pardon. Donc la période de Q0, c'est la période de l'horloge fois 2, et la période de Q1, c'est la période de Q0 fois 2, et la période de Q2, c'est la période de Q1 fois 2. Et donc, le changement de chaque variable dépend du changement de la variable précédente, si vous voulez, ou bien de la valeur de la variable précédente. Donc voilà. Alors maintenant, si on prend ces deux hasards, une valeur, par exemple la sixième valeur, donc la sixième c'est quoi? Donc c'est 1, 0, 1. 1, 0, 1, normalement c'est la valeur 5. Alors, prenons la dernière c'est quoi? Donc c'est Q0 égale à 1, Q1 égale à 1, et puis Q2 égale à 0. Donc c'est 1, 1, 0. 1, 1, 0, c'est, si vous voulez, non, plutôt ça c'est 1. Alors normalement c'est Q0 égale à 1, Q0 égale à 1, Q1 égale à 1, et puis Q2 égale à 1. Donc c'est 3, 1. 3 en binaire, c'est en décimal si vous voulez, c'est 7. Et donc comme ça on peut construire notre compteur. Ça c'est théoriquement, qu'est-ce qu'on doit chercher. Donc à partir de ce chronogramme là, on pourrait dégager si vous voulez la table de vérité du compteur. Donc on va essayer de le faire manuellement si vous voulez. Normalement le chronogramme on peut le représenter d'une manière si vous voulez binaire. Okay. Alors là notre compteur normalement il permet de compter de 0 jusqu'à voilà, donc les valeurs qu'on a c'est Q2, Q1, Q0, et ça c'est la valeur du compteur. C'est la valeur du compteur qu'on va voir par la suite. Donc normalement ce sera quelque chose comme ça. Donc on doit chercher Q0, c'est quoi? Prime, pardon, Q2 prime, c'est la sortie, et Q à l'instant T plus 1, Q1 prime, et bien sûr là c'est Q0 prime. Alors pour la première entrée c'est 0, 0, 0. Donc c'est quoi cette première entrée? C'est ce qu'on vient de voir. C'est ce qu'on vient de voir. Donc c'est la valeur de Q0 égale à 0, Q1 égale à 0 et Q2 égale à 0. C'est la première. Donc ça correspond à quoi? Normalement ça correspond à quoi? Ça correspond à la première valeur si vous voulez. La première valeur du compteur. Ça c'est 0, 0, 0. Donc normalement ça doit correspondre à la première valeur. Ce qui fait pardon. Il est bloqué. Donc ça correspond à la première valeur de notre compteur, et ainsi de suite. Donc là, juste pour vous expliquer, c'est quoi l'allure du chronogramme. Le chronogramme, il représente ces états-là, donc cette table de vérité. Et donc, voilà, ça c'est la première valeur. Alors, lorsqu'on change la valeur de ça c'est Q0, pardon, pas Q2, c'est Q0. Alors, lorsqu'on change l'état de Q0, donc on aura 1, 0, 0. Donc ça c'est le deuxième cas, c'est-à-dire c'est celui-là. 1, 0, 0. L'autre c'est 0, 1, 0, et ainsi de suite. Donc on change l'état de A0, Q0 pardon, et Q1 à 1 et 0, et ainsi de suite. Et puis ça c'est la valeur suivante. Alors après 1, 0, 0. Donc cette valeur là, laquelle dans le chronogramme, donc c'est lorsqu'on commence le changement de Q2. Donc c'est 0, 0, 1. Donc voilà notre valeur, et ainsi de suite. Donc c'est de cette manière on pourrait construire la table de vérité de notre compteur. Donc 1, 1, 0, et puis 1, 1, 1. Donc on aura combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc il y en a 8, si vous voulez, oui,
8 valeurs. Alors notre compteur, il permet qu'est-ce qu'on désire faire? On désire que notre compteur commence par 1 et finit par 7 et puis 0. Donc pour que le compteur prend le 8 en considération, donc ça c'est la septième valeur normalement, c'est la septième valeur. Alors une fois il dépasse le 7, il doit faire un congruence à 8 pour qu'il puisse refaire le comptage à 0. Et donc voilà, c'est grosso modo ce que je voulais désigner par ça. Donc l'ensemble des valeurs d'entrée Q0, Q1 et Q2, donc on peut les désigner par le chronogramme. C'est-à-dire le chronogramme, ce n'est que la table de vérité des trois variables. Donc c'est pas grand chose. Donc il suffit de construire. Qu'est-ce que vous voulez construire normalement? Qu'est-ce que vous voulez créer comme circuit combinatoire? Est-ce qu'il s'agit d'un multiplexeur, d'un compteur, d'un décompteur, d'un diviseur, etc. Et donc là, on peut le représenter sous forme de chronogramme qui ne représente que les valeurs de la table de vérité. Et donc il y a une correspondance entre la table de vérité et bien sûr le chronogramme. Voilà ce que je voulais dire par cet exemple-là. Ok, donc alors si on peut le remarquer, bon c'est juste une petite description sur le chronogramme. Donc là on pouvait, je l'ai déjà dit en termes de période, mais ici en termes de fréquence, on remarque que si la fréquence F0 de l'horloge, alors que F1 c'est F0 sur 2. Alors si la période c'est T0 au niveau de l'horloge, la fréquence, ou bon plutôt la période T1 c'est 2 fois T0. Et donc puisque la fréquence est 1 sur la période, donc là on va diviser la fréquence. On va voir la même chose pour la fréquence 2 et la fréquence 3. Toujours on divise l'ancienne fréquence sur 2. D'accord? Et ça revient à multiplier l'ancienne période par 2. Donc là on avait une période T0, et donc pour Q0 on aura une période qui vaut 2 T0. Là c'est 4 T0 et là c'est 8 T0. Donc c'est une façon dont on peut concevoir notre compteur modulo 8. Ça c'est spécialement pour un compteur. Mais ça, vous pouvez carrément manipuler votre chronogramme selon vos sorties que vous désirez. C'est-à-dire si vous voulez par exemple faire un décomptage, commencez par 7 et puis 0. C'est-à-dire un décompteur qui commence par Z, par 7 et se termine par 0. Donc là vous inversez les valeurs. Vous inversez les valeurs, donc là vous aurez normalement 1, 1, 1, etc. Et donc vous faites les sorties de telle sorte à avoir en 7, 6, 5 jusqu'à 0. Et donc là, comment vous pouvez construire un décompteur qui commence à 7 à 0, donc de 7 à 0 si vous voulez. Donc là, ce que je voulais que vous sachiez, c'est que le chronogramme, c'est vous qui le dessine, et c'est vous qui le concevez selon vos besoins. Voilà, donc voilà ce que je viens de vous expliquer normalement tout de suite sur la table de vérité. Donc nous pouvons donc représenter les valeurs de Q'0, si vous voulez, Q'I, c'est-à-dire les sorties à l'instant t plus 1, par une fonction booléenne des entrées à l'instant t. Voilà, donc la table de vérité, ces expressions correspondantes. Ok, alors là, on va essayer de dégager chaque table de vérité, si vous voulez. Chaque fonction, si vous voulez, chaque fonction logique de la table de vérité des différentes sorties. Donc là, on s'intéresse à Q'0, c'est la première fonction logique qu'on désire dessiner, si vous voulez, qu'on désire utiliser, et puis Q'1 et Q'2. Donc là, ce sont des équations parachutées, mais on va essayer de les démontrer tout de suite. Donc normalement, je vous pose la question ici. Je m'arrête un instant et je vous pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui pourrait me dire d'où vient l'équation Q'0 égale à Q bar 0? Alors, je vous attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer d'où vient, ou bien juste un petit mot, d'où vient Q'0 égale à Q01? À votre avis? Monsieur, Oui? on remarque que quand Q0 égale à 0, Q0 bar égale à 1 et l'inverse. Donc Q0 bar égale à Q0 prime égale à Q0 bar. D'accord, Donc, mais techniquement parlant, avec quel moyen on a dégagé cette équation logique?
Normalement, c'est une fonction booléenne. Alors, d'où vient cette équation? Logiquement, mathématiquement parlant, si vous voulez. Il faut m'indiquer l'outil utilisé. C'est pas une simple constatation. C'est vrai, vous avez raison. Lorsqu'on a Q0 égale à, Q1 égale à 0, pardon, Q0 égale à 0, automatiquement Q'0 égale à 1. Et l'inverse. On l'a remarqué, tu vois, pour toutes les autres valeurs. Donc, automatiquement, ce n'est Q0 bar. C'est vrai, c'est vrai. Mais on a un outil. On a un outil qu'on doit appliquer sur la table de vérité pour dégager cette équation-là. Comme ce qu'on avait vu dans le chapitre 2. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil pour dégager la fonction logique d'une table de vérité? Oui. Alors, là, normalement, ce que vous avez déjà déposé dans la série 3, c'est dans cette Monsieur, règle-là. Oui, monsieur, la table de cas. oui, c'est très bien. Donc, c'est la table de Carnot, en Mm. fait. C'est la table de Carnot, on doit l'appliquer sur cette table de vérité. Donc, on va essayer de le faire pour la première, si vous voulez, pour la deuxième, pour dégager ces équations-là. Donc, c'est la table de Carnot, tout simplement. Ok, parce que pourquoi la table 40? C'est la méthode la plus sûre et qui donne directement la valeur la plus brève, si vous voulez, la plus abrégée. Donc voilà, 0, 0, 0, c'est pour la première valeur, 0, 0, 1, pardon, 0, 1, 0, c'est la deuxième, puis 0, 1, 1 pour 3, 1, si vous voulez, 1, 0, 0, c'est la valeur suivante. 1, 0, 1. Et puis 1, 1, 0. Et 1, 1, 1. Et l'autre valeur, c'est 0, 0, 0. C'est la dernière pour faire la congruence. Donc ça, c'est normalement. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et normalement, ça, c'est 8. Il va refaire le comptage à 0. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, alors si vous prenez, si vous faites la table de 40 entre, si vous voulez, Q0, hein, on va garder juste la colonne de Q0, si vous voulez, pardon, c'est bloqué. Donc, on va essayer de garder cette partie, c'est-à-dire tous les trois entrées, et la colonne de Q0'. Donc, on va prendre cette colonne-là avec ces quatre colonnes. D'accord? Et on va essayer de remplir la table de 40. Donc, on n'a pas suffisamment d'espace pour faire la table. Bon, je suppose que vous gardez déjà la table de vérité, si vous voulez, des trois variables avec Q'0. On va essayer de. Je vais essayer de faire une autre page, si vous voulez. D'accord. Donc, la table de Carnot qu'on va utiliser. Voilà notre table. Alors là, on va mettre Q2, Q1 si vous voulez, et Q0. Alors Q0, il a deux possibilités, que ce soit 0 ou 1. Et Q2, Q1, c'est 0, 0, premier cas. 0, 1, deuxième. 1, 1, troisième cas. Et 1, 0, comme quatrième cas. Donc voilà. Donc on va chercher maintenant quelles sont les valeurs. Quelles sont c'était la dernière. Quelles sont les valeurs, si vous voulez, de Q0. Donc le premier cas 0, 0, 0, c'est 1. 0, 0, 1, c'est 0. 0, 1, 0, c'est 1. Donc on va essayer de partir petit à petit. Alors 0, 0, 0, ça sera 1, 0. 0, 1, 0. Donc il faut toujours travailler sur la même page pour ne pas perdre la file. Donc 0, 0, 1, ça sera 0. Et puis 0, 1, 0,
Donc on va garder en tête cette valeur qui nous intéresse. Puis celle-là, ok, c'est 1, 0, 0. Donc c'est 0, 1, 1 et 1, 0, 0. Alors, oui, donc c'est 0, 0, 0, 0, 0, 1. Et 0, 1, 1 normalement. Et 1, 1, 1 et 0. Et puis 1, 1, 0, 1, 0, 1. Alors si on peut vérifier, donc on aura. Ok, donc c'est 0, 1, 0. Et puis 1, 0, 0. D'accord, 1, 0, 0. Et 1, 1, 0. Et 1, 1, 1. Voilà, donc. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc le reste, ce sont des zéros. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi concernant la table 40? Alors, pour maintenant dégager la fonction logique, si vous voulez, de cette table, donc il suffit de prendre le maximum possible des séries de 1. Et en respectant la définition. Oui? Si j'ai pas compris comment on a passé de la du premier tableau au tableau de 40. Oui, donc parce que là, on balançait entre deux pages si vous voulez. Et donc, voilà, donc je vais le refaire dans une même page pour voir comment ça marche. D'accord? Je vais effacer. Je vais utiliser la case totalité 100%. Alors je vais reconstruire la table Q2, Q1, Q0, pardon, Q0. D'accord? Voilà donc la première. Et je cherche Q2', Q1'. Je m'excuse pour la syntaxe parce que je contrôle à peine le stylo pour l'écriture. D'accord? Ok, voilà, donc ça c'est notre table de vérité. 0, 0, 0 correspond à 0, 0, 1. 0, 0, 1 correspond à 0, 1, 0. Et ainsi de suite. 0, 1, 0. Ça correspond à 0, 1, 1. C'est comme si on fait un décalage. Un décalage avec un décalage de 1. Alors, 0, 1, 1, c'est 3 correspond à 4. Et puis 4 correspondra à 5. 5 qui va correspondre à 6. Et 6 va correspondre à 7. Puis 7 correspondra à 0 pour faire le compteur cyclique pour qu'il recommence à 0. Donc voilà, donc je vais essayer de dégager d'ici la table de 40. Donc je vais mettre ici Q0, Q1 et là Q2. Alors ici le choix, Q0, le choix de l'emplacement des variables, c'est pas une règle, c'est pas une obligation de mettre Q2, Q1, Q0. Vous pouvez mettre Q0, Q1, Q2 comme vous voulez. Sauf qu'il faut faire attention à la valeur aux valeurs que vous allez mettre dans la table de 40. Voilà donc notre table de 40. Alors là, on met quoi? Les différentes cas, bien les différentes valeurs de cette combinaison Q de Q1. Et donc la première c'est 0, 0, 0, 1. Il faut respecter cet ordre dans la table de 40. 1, 1 et puis 1, 0. Et là, Q0, il peut avoir Q0, il peut avoir 0 ou bien 1. Alors là, on commence à remplir la table. Alors, lorsque Q2 égale à 0, Q1 égale à 0 et Q0 égale à 0. Donc c'est la valeur 0, 0, 0. Donc je cherche dans la table de vérité. 0, 0, 0, ça donne Q1 égale à Q0 égale à 1. Donc là, c'est un 1, non pas 0. D'accord? Est-ce que c'est clair, mademoiselle? Je cherche maintenant 0, 1, 0. Alors, 0, 1, 0. Donc, 0, 1, 0, ça donne ça. Bon, commençons par celle-là pour rester dans l'ordre. Donc, 0, 0, 1. Donc, c'est ça, 0, 0, 1. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on doit mettre? 0, 0, 1. Donc, la valeur de Q2 c'est 0. Q1, 0. Et Q0, 1. Donc, on aura 0.
Alors maintenant, passons à la valeur suivante. Q2 égale à 0, Q1 égale à 1 et Q0 égale à 0. Donc, Q, c'est 0, Q2, 1, Q1 et 0, Q0. Donc ça donne 1. Alors ici, Q2 égale à 0, Q1 égale à 1 et puis Q0 égale à 1. Voilà, donc c'est 0, 1, 1. Donc c'est un 0, 1, 1, c'est un 0. Voilà, donc on a inversé les valeurs tout à l'heure. Donc 1, 1, 0, 1, 1, 0. Voilà, donc 1, 1, 0, ça donne 1. Et puis 1, 1, 1, 1, 1, 1, ça donne 0. Alors 1, 0, 0, 1, 0, 0, elle est là, donc ça donne 1. Et puis la dernière valeur c'est 1, 0, 1. 1, 0, 1, c'est 0. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est merci. D'accord. Maintenant, on fait un regroupement le maximum possible des 1 qu'on pourrait faire. Alors, juste ici, parce qu'on n'a pas encore fait la série 3. Alors, pour faire les regroupements, il faut respecter l'équation 2 à la puissance n. Il faut faire un regroupement avec 2 à la puissance n, c'est-à-dire que ça soit un regroupement de 2, de 4, de 8, de 16, etc. Donc, on ne peut pas faire un regroupement de 6 ou bien de 3 ou bien un regroupement à part ces puissances de 2. Donc c'est la règle pour la table de Carnot. Donc voilà le regroupement qu'on pourrait faire. Et donc dans chaque regroupement, on voit la valeur ou bien la variable qui ne change pas d'état. Alors là normalement c'est quoi? C'est la valeur de Q2, ça c'est normalement Q2 bar, Q2 bar, et ça c'est Q1 bar. D'accord? Ça c'est Q2 bar, Q1. Et là c'est Q2, Q1. Là c'est Q2 et Q1 bar. Et là c'est quoi? C'est Q0 bar. Et là c'est Q0. Et donc pour l'équation de notre variable Q2, Q'0, ça sera quoi? Dans le regroupement, on ne garde que les variables qui ne changent pas d'état. Et donc, durant ce regroupement-là, on remarque que Q2 il a changé de valeur. Là, il avait 0, toujours il avait 0 ici, mais ici, il avait 1. Donc, il a changé d'état, donc on ne va pas la garder. Même chose pour Q1. Il a changé d'état de 0 à 1, donc il va être éliminé. Donc, on va garder que la valeur qui ne change pas d'état, donc c'est Q0 bar. C'est la valeur qui ne change pas d'état. Et donc, notre équation, c'est ça. C'est Q'0 qui est égal à Q bar. À Q0 bar, pardon. Pardon. Ok. Est-ce que c'est clair? Donc c'est de cette manière on pourrait dégager les autres, si vous voulez, les autres, hein, les autres équations. Bon, Monsieur, oui. j'ai pas compris pourquoi on prenait les valeurs de Q0' pour le tableau de Carnot. Est-ce que vous connaissez comment construire une table de Carnot? C'est ma question. Oui, Oui. oui, Alors qu'est-ce qu'on a fait ici? Notre objectif c'est chercher la valeur de Q'0. C'est la sortie S, c'est notre sortie S, n'est-ce pas? Et quelles sont les entrées qu'on a dans notre système? C'est Q0, Q1 et Q2. Q1, Q2. Voilà. Oui. Donc on doit chercher Q'0 en fonction de Q0, Q1 et Q2. C'est ça notre objectif. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dégagé la table de Ah, Carnot. mais Oui. et Q1' et Q2'? Oui, voilà ce que je disais tout de suite. Ça, c'est la méthode pour chercher Q0'. On va faire la même procédure pour chercher Ah oui, oui, Q1' d'accord, et Q2'. Tu vois? Donc, on va d'accord, essayer merci. d'effacer cette partie-là et de chercher la table de Carnot de Q1' et chercher l'équation de la même manière. Même chose pour Q2'. D'accord. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on Oui, peut le monsieur. faire ou bien vous pouvez le faire vous-même? Est-ce que je peux l'expliquer tout de suite? Bon, j'explique Q1' et je vous laisse Q2', d'accord? Voilà, donc effacer. Donc je vais essayer d'effacer. Pardon.
Normalement, j'en aurais besoin de ça. Mais pas grave, hein, je vais tout effacer. Ah, c'est très difficile de maîtriser ce tableau, hein. Ok. Donc on va essayer maintenant de dégager la table de bon, la table de Carnot de la variable Q1', et chercher son équation, si vous voulez, son équation logique. Et vous allez savoir par la suite que c'est très simple, le fait de faire un compteur à base de circuits combinatoires. Donc on peut facilement le faire avec un logigramme. Et on va le construire ensemble sur Proteus professionnel, et on va essayer de voir le compteur qui compte de 0 jusqu'à 7, et il refait la même chose, ou bien d'une manière cyclique. D'accord? Ok, d'accord. Alors, maintenant on va dégager la valeur, bon, la table de Carnot de la variable Q'. Donc ça c'est Q2, ça c'est Q1, ça c'est Q0. Donc je reprends 0, 1, et donc 0, 0, 0, 1, 1, 1, si vous voulez, et puis 1, 0. Ok, alors partons ensemble. Donc maintenant on va travailler sur cette colonne-là, la colonne de Q'1. Donc la valeur 0, 0, 0, c'est 0. Donc on peut chercher juste les 1, et on remplissera les autres par des 0. Donc on cherche le 1. Le 1 c'est quoi? C'est 0, 0, 1. D'accord? Donc 0, 0, 1, voilà, c'est un 1. Le deuxième c'est 0, 1, 0. Donc 0, 1, 0. Donc c'est ici. Le troisième c'est 1, 0, 1. Donc 1, 0, 1, c'est ici. Et le quatrième, c'est-à-dire celui-là, c'est 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, donc c'est ici. Donc on voit ici qu'on a combien de regroupements ici? Combien de regroupements qu'on pourrait faire ici? À votre avis, combien de regroupements? Là, ce sont des zéros. On aura combien de regroupements dans la fonction logique? On aura combien de termes, si vous voulez? 3, non? 3? Non, non. Donc on aura 2. Ça, c'est le premier. D'accord? Et ça, c'est le deuxième, parce que normalement, ce sont des cases adjacentes. C'est comme si vous avez un sphère. Ce sont des cases adjacentes. C'est-à-dire là, la valeur entre 0, 0, entre 0, 0 et 1, 0, il y a un changement d'un seul bit, c'est-à-dire celui-là. C'est-à-dire ces deux cases sont adjacentes. Elles sont adjacentes, donc on peut les regrouper. Est-ce que c'est clair? C'est un exemple qui était traité dans le cours. Mais je ne sais pas est-ce que vous avez fait tous les exemples du chapitre 2. Parce que c'est très intéressant de refaire tous les exemples qu'on avait traités, ou bien que vous aviez sur le chapitre 2. Il faut les refaire. D'accord? Donc une fois que vous trouviez qu'il y en a des 1 à l'extrémité, donc vous pouvez le faire comme des regroupements. Ce sont des cases adjacentes. D'accord? Et donc on aura ici deux regroupements. Voilà le premier et voilà le deuxième. D'accord? Donc notre équation finale, ça sera, Q'1 est égal à quoi? Est égal à quoi? Donc prenons le premier regroupement, celui-là. Donc c'est quoi la valeur de celui-là? Donc on va chercher les valeurs qui ne changent pas. Et donc la première valeur qui ne change pas, c'est Q0 bar. D'accord? Donc je vais mettre Q0 bar, qui va être multiplié par, puisqu'on a deux regroupements, donc on aura la multiplication de deux termes. Alors là, oui, il y a une règle. Si par exemple, vous avez comme montré 4 variables, c'est-à-dire qu'il y a 3 variables, et vous avez un regroupement de 2, donc vous aurez n-1 variables par terme, si vous voulez. L'exemple précédent pour Q'0, on avait un regroupement de 4, n'est-ce pas? De 4, donc on avait une seule variable par terme, si vous voulez. Donc ça c'est quoi? Alors la question qui se pose maintenant, c'est quoi la variable qui ne change pas ici? C'est quoi la valeur qui a gardé sa valeur? La variable qui a gardé sa valeur?
durant ce Q1. passage. Voilà, donc c'est Q1, si vous voulez. C'est Q1. Et donc là, c'est Q0, Q1, c'est le premier terme. Plus ce regroupement-là. Alors, quelles sont les variables qui changent, quelles sont les variables qui n'ont pas changé de valeur? Premièrement, c'est Q0 parce qu'elle a gardé la même valeur. Parce qu'on travaille sur la même ligne. D'accord? On n'a pas changé de valeur. Hein, on n'a pas changé de valeur au niveau de Q0. Donc voilà le premier terme, c'est Q0. Multiplié par quoi? Maintenant, on va essayer de voir entre cette case et cette case. C'est quoi la valeur qui n'a pas changé de valeur ici? La variable qui n'a pas changé de valeur. C'est Q. C'est la deuxième, c'est Q1 bar. Il a la même valeur ici. Ça c'est Q2, il a changé de valeur. C'est Q2 bar et là c'est Q2. Donc c'est Q1 Q1 bar qui n'a pas changé de valeur. Et donc c'est Q1 bar. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Alors, ça vous souvient de quelque chose? Ça c'est quoi normalement? C'est la définition de quoi? Cette équation-là. C'est la définition de... Oui, oui, j'ai pas bien entendu. Répétez s'il vous plaît. C'est la définition de quoi? monsieur. Voilà, donc ça ce n'est que le Q0 XOR Q1. Est-ce que c'est clair maintenant? Comment dégager ce schéma? Oui. Pourquoi on a multiplié par Q0? Celle-là. Oui. Alors, vous prenez la deuxième ligne si vous voulez. Pardon. Cette ligne-là. Cette ligne. Est-ce que Q0 a changé sa valeur? Parce que normalement, le 1, c'est quoi? Non, pardon. Ici c'est erreur de notation. C'est 0, non pas 2. D'accord? Ça, c'est 0. On représente Q2, Q1, Q0. D'accord? Alors, dans cette ligne-là, la variable qui n'a pas changé de valeur, c'est Q0. Et là, normalement, c'est Q0 bar. Pourquoi on a multiplié ici par Q0 bar? Parce que Q0 bar n'a pas changé de valeur ici. Durant cette ligne-là, il était constante. Même chose pour Q0. Durant cette ligne, il est constante. Il n'a pas changé de valeur. Il va changer de valeur s'il y a un regroupement avec une case de la ligne supérieure. C'est-à-dire s'il y avait un regroupement comme ça, alors là on n'aura pas Q0 du tout ou bien Q0 bar parce qu'il change de valeur. Et puisqu'on travaille dans la même ligne, donc la variable Q0 bar, plutôt Q0 n'a pas changé de valeur. Est-ce que c'est clair, mademoiselle? Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer? Donc c'est clair maintenant comment on a dégagé les équations de Q0' et Q1'. Et vous faites la même chose, la même manière concernant la troisième variable, c'est-à-dire Q2'. Donc vous faites la même chose, et vous aurez 4 1, bien sûr, selon les valeurs des entrées, et vous cherchez plutôt l'équation logique, si vous voulez. Voilà donc, grosso modo, comme on avait fait pour dégager ces équations de Q'0, Q'A et Q'2. Alors, j'ai une petite question ici. Est-ce que vous êtes capable maintenant de construire ce compteur, le logigramme du compteur? Oui? Alors, ok. Alors là, on a trois équations. Trois équations. On a toutes les équations qu'il nous faut pour construire le logigramme de notre compteur, sans utiliser de bascule. À partir de ces trois équations-là, on pouvait construire facilement notre compteur. Il suffit de prendre une porte logique OR, une porte logique AND et un inverseur pour ces deux-là, ou bien juste utiliser un XOR
pour avoir le Q'0. Et pour avoir le Q0 bar, il suffit d'utiliser un inverseur. Voilà donc les circuits combinatoires. Et là, pour le Q de prime, il suffit d'avoir une porte XOR et une porte, si vous voulez, AND. Et donc vous pouvez carrément voir ou bien concevoir votre compteur. Voilà votre compteur. Alors, nous pouvons maintenant facilement construire un circuit combinatoire qui permet de faire le comptage de 0 jusqu'à 7, si vous voulez, en utilisant les trois entrées, Q0, Q1 et Q2. Donc voilà Q0 comme entrée, donc on applique juste un inverseur pour avoir le Q0'. Et pour avoir le Q1', donc il suffit d'avoir un XOR entre Q0 et Q1. Voilà Q0, elle est là. Et voilà le Q1, elle est là. Donc on applique un XOR entre les deux entrées pour avoir le Q2, le Q1'. Pour le Q2, donc il suffit d'avoir un XOR et puis un produit. Le produit, si vous voulez, c'est-à-dire AND, entre Q1 et Q0, AND, et puis un XOR entre le résultat final, bien sûr, entre le résultat du produit, c'est-à-dire Q1, Q0, avec un XOR pour l'entrée Q2. Et on aura la troisième sortie. Et comme ça, on peut construire facilement notre compteur. Voilà donc à quoi ça ressemble en utilisant le logiciel Proteus. Si vous voulez, on va le faire tout de suite. D'accord? Donc là, c'est Q0, Q1, Q2, si vous voulez. Les entrées qu'on a, donc pour 1, 1, 1, normalement ça doit afficher 0 avec un afficheur LCD, si vous voulez. Donc on va le voir, si vous voulez, tout de suite sur les circuits imprimés. Ok, donc là on a appliqué un inverseur, c'est ce qu'on avait fait tout de suite. Et là aussi on a appliqué un XOR et puis un produit avec un XOR pour avoir les différentes sorties. Alors ça c'est un logic state, ça permet de voir la valeur avant de l'afficher, tout simplement. Donc on pourrait le réaliser tout de suite si vous voulez. Alors, je vais laisser la base de bascule. Ok. Je vais le lancer à nouveau. Alors, pour ne pas perdre le projet, parce que j'ai déjà ouvert un autre projet sur Proteus, je vais essayer d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Ok, donc on va essayer de créer un nouveau projet. Oui, ça prend un peu du temps, hein. Ok, donc from development world, new project, on va laisser un nouveau projet. On va remplacer le projet existant, pas grave. Ok, default, create BCP layout. Ok, finished. Donc voilà notre projet. Voilà donc l'écran d'édition. Et donc on va chercher les différents circuits à utiliser. Bon, juste là, faut faire une documentation sur le logiciel pour savoir chaque circuit c'est quoi sa valeur, si vous voulez. Voilà, donc ça c'est le porte binaire, bon, le porte logic AND. Donc on va utiliser celui-là. Ok, donc on va l'ajouter workspace. Et on va ajouter à notre circuit, c'est le XOR. Voilà, donc le XOR. On va l'ajouter aussi à notre workspace. Et puis l'inverseur, c'est le 7404, je pense.
Voilà, c'est ça. Donc on va l'ajouter à ce niveau-là. Et bien sûr, un LCD, 7 segments pour l'affichage. 7 segments. Display, 7 segments, on va choisir celui qui a 4 entrées, si vous voulez. 7 segments. Oui, on va choisir celui-là, green. Et on va choisir aussi les logic state. Logic state. Ça s'appelle logic state. Voilà, on va l'ajouter au workspace. Voilà, et on a d'autres, si vous voulez, clock, logic state. Alors, l'autre, ça s'appelle comment? Ok, donc on va essayer de construire notre premier, si vous voulez. Bon, notre premier circuit, si vous voulez. Donc pour chercher le Q0 bar, donc on aura un inverseur, puis celui-là pour le produit. Pardon. Et le XOR, on va l'utiliser 2 fois. Ok, donc voilà, ça c'est la première sortie qu'on va afficher. On va afficher dans notre afficheur LCD. Je laisse et j'insère afficheur 7 segments. Donc ça c'est la première sortie de Q0 prime. Ça c'est la deuxième sortie, mais avant de le brancher, donc on va essayer de les calculer. Ok, alors c'est quoi le circuit qui permet de... Donc là il faut quand même faire un petit effort personnel pour chercher les codes de chaque circuit imprimé. Ils sont disponibles sur le site officiel de Proteus ou bien sûr sur internet. Donc Logic Probe. Donc je vais insérer un Logic Probe Big. Ok. Je vais prendre celle-là. Alors celle-là, il permet d'insérer les valeurs 0, 1 pour les variables qu'on va utiliser. Logic Probe. Donc là c'est, je vais l'éliminer. Je vais essayer de... Ok. Je vais mettre comme ça, ou bien comme ça, c'est pareil. Ok. Donc ça c'est la valeur de Q0. Ok. Donc une autre pour Q1, voilà Q1 et une autre pour Q2. Donc ce sont les différentes entrées qu'on aura. Donc ça c'est Q0, ça c'est Q1, ça c'est Q2. Alors on pourrait ajouter une label, si vous voulez ici. C'est Q0 pour se souvenir des valeurs. Là c'est Q1 et là c'est Q2. D'accord, donc là c'est, on doit faire un XOR entre le Q0 et Q1. Donc je peux faire plusieurs entrées de la même variable tout en mettant une connexion ici avant d'appliquer l'inverseur. Donc ça c'est Q'0 et ça c'est Q'1 qu'on doit brancher sur l'afficheur 7 segments. Et puis maintenant on a calculé le Q0, on a calculé le Q1. Donc revenons à notre exercice. Voilà, donc ça c'est Q0, on l'avait calculé. Ça c'est Q1, c'est un XOR entre Q0 et Q1. Voilà, donc on a calculé Q'1 et Q'0. Maintenant il reste le Q'2. Le Q'2, c'est un produit. Tout d'abord on doit effectuer le produit entre Q1 et Q0. Voilà, donc le produit. Ok, et puis
appliquer un XOR entre Q2 et le produit entre Q1 et Q0. Donc ça c'est le produit. Et puis on va appliquer le XOR avec le Q2. Pardon, ok. Voilà, donc on a calculé le Q'2 qu'on va insérer dans la troisième patte. Donc voilà, donc l'afficheur LCD il contient 4 pattes, commençant par le bit de poids faible, c'est-à-dire le bit de poids faible doit être branché le plus à droite. Et puis le quatrième qui reste, on doit le mettre toujours à 0, donc on doit le mettre à la masse. Donc on va chercher la masse, ground, et on va le mettre à la masse, c'est-à-dire il va avoir toujours 0 pour ne pas fausser les résultats. Voilà, donc on l'avait remis à la masse. Ok, donc maintenant on peut démarrer notre simulation. On va voir est-ce que ça marche ou pas. Ok, notre circuit. Donc là, logic probe ne marche pas. Ok, j'arrête. Je vais essayer de chercher les logic probe. Pardon. Je reviens à la partie du circuit imprimé. Logic state. Logic state. Alors, logic state. Oui, donc voilà. On va essayer d'utiliser celui-là au lieu de. Je vais supprimer ces entrées. Je vais utiliser une autre entrée. C'est logique. Cette qui est déjà là. Ok, pardon. Oui, donc normalement on cherche celui-là. Ok, donc ça c'est Q0, ça c'est Q1, ça c'est Q2. Et on fait le branchement à nouveau. Donc c'est pas grave. Pardon. Et bien sûr Q2. Voilà, donc maintenant on peut simuler notre compteur. Donc voilà, 0, 0, 0, ça correspond à 1. Donc on peut changer les valeurs à partir d'ici. Et lui, il va changer les. Et voilà, ça c'est 6, 1, 0, 1. Est-ce que c'est 6? Normalement, on va essayer de voir la table de vérité. Le 1, 0, 1, ça correspond bien sûr à un 6. Donc si vous le voyez sur la table de vérité. Donc là, on pourrait, bon, le 1, 1, 1, normalement, ça doit correspondre à un 0. Ok, donc ça correspond à un 0. Et donc, comme ça, on a réalisé un compteur de 0 à 7, mais c'est pas synchrone parce qu'il ne contient pas l'horloge. Donc jusqu'à maintenant, c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'attends votre feedback. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Oui? Oui, monsieur. Oui? C'est clair ou bien il y a des questions? C'est clair. Ok, c'est très C'est bien. clair. Alors, jusqu'à maintenant, on a créé un compteur modulo 7, d'accord? Donc vous pouvez changer les valeurs automatiquement et il affiche la valeur correspondante, n'est-ce pas? Maintenant, on aimerait voir ce compteur qui s'incrémente automatiquement, n'est-ce pas? Donc c'est ça notre objectif, hein. Donc c'est ça l'objectif de la logique séquentielle. On a conçu notre compteur, il pourrait faire l'affaire, mais c'est statique. Parce qu'il est basé à il est basé sur des circuits combinatoires. On n'a pas d'horloge, on n'a pas de fréquence, on n'a pas de franc montant d'activation, etc. Donc pour le rendre dynamique, on doit utiliser ce qu'on appelle les bascules. Et donc le prochain travail qu'on va voir pour la séance prochaine, c'est refaire la même chose mais d'une manière dynamique, c'est-à-dire en utilisant des bascules. Et à quoi ça correspond? Ça correspond à celui-là. Ça fait la même chose normalement, mais en utilisant quoi? Des bascules. Là, on a utilisé une horloge qui fait le déclenchement des bascules suite à un franc montant, ou bien suite à un franc montant. Voilà, c'est ça.
Ok? Donc ça c'est à base de bascule GK, on va le voir tout de suite. Mais avant de faire celui-là, donc on va essayer de faire un compteur à base de bascule G. Alors j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il ne faut pas perdre le fil en pensant à grand chose. Donc juste il faut maintenir en tête la logique qu'on a suivi dans notre cours. C'est quoi l'objectif des circuits séquentiels? Ils sont conçus à base de circuits combinatoires. Donc notre objectif c'est comprendre comment peut-on emmagasiner l'information ou stocker l'information dans la mémoire, et donc on est censé de savoir par quoi elle est construite cette mémoire là. Et donc voilà, on a un peu plus approché les notions du fonctionnement électronique proprement dit, c'est-à-dire on s'intéresse à voir l'architecture de l'ordinateur, et donc on doit voir au moins cette mémoire, comment elle est construite, comment ça marche, comment on stocke la mémoire, comment on fait quelque chose qu'on pourrait manipuler couramment ou fréquemment dans notre ordinateur. Il y a pas mal de calculateurs, il y a pas mal de compteurs, il y a pas mal de registres de stockage, etc. Donc on doit savoir comment, au moins, un peu partout, donc comment ça marche. Voilà, donc je vais m'arrêter à ce niveau-là pour cette séance, et donc on continuera demain Inch'Allah après-midi à 14h30 si vous voulez. D'accord, donc on va finir cette partie, d'accord, pour voir les autres exemples, c'est-à-dire on va construire le compteur à base de bascule D et à base de bascule GK. Et on va essayer de corriger, s'il reste encore du temps, quelques exercices de la série 3. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Ou bien je clôture la réunion. Alors s'il y a des questions, n'hésitez pas à le dire. S'il y a des remarques, c'est avec plaisir. Alors sinon donc la séance d'aujourd'hui est terminée. Pardon. Pour l'enregistrement de la séance, donc vous allez le trouver sur le service sur Google Drive. Alors s'il y a des remarques, sinon pas de questions. Ok, donc je vous remercie pour votre disponibilité.